Europe 1, il est 7h41. C'est un moment particulièrement émouvant pour nous à Europe 1. C'est aussi un témoignage fort sur ce qui se passe en Syrie. Didier François, que l'on est tellement heureux d'appeler l'ex-otage, et notre invité, Thomas, votre invité pour l'interview vérité d'Europe 1. Ouais, Didier qui est même l'invité de toute Europe 1 ce matin à travers moi. Didier, ce sont toutes les personnes qui travaillent dans cette maison et dans le groupe Lagardère qui vous souhaitent la bienvenue chez vous. Didier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Je les ai attendus longtemps aussi, franchement, mais... Gros avantage d'Europe 1 et groupe Lagardère quand on est journaliste sur le terrain et qu'on sait qu'on a tout ça derrière, qu'on a cette formidable rédaction, ce formidable enthousiasme qui pousse, qui est là. J'ai pas douté une seconde. On voit chacun d'entre eux, on sait qu'ils sont voilà, à leur place, en train de chercher de l'info, en train de tout faire pour que ça se passe bien. Et je peux vous dire, c'est extrêmement réconfortant dans ce genre de situation. Ça m'a tenu 10 mois et je suis absolument ravi de voir tout le monde. Didier, oui. Comment ça va ? Comment ça va là, vous revenez dans votre studio, chez vous, devant votre micro. C'est ça qui est très sympa, c'est de reprendre, je dirais pas les pantoufles, mais de retrouver ses marques, de retrouver ses amis. Alors il y a évidemment beaucoup d'excitation. Voilà, c'est quand même une période, un moment très 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 fort. Il y a beaucoup d'émotions. Peu contenu, ça doit s'entendre un petit peu à ma voix, mais personne ne vous en voudra, vous pouvez y aller. Mais voilà, c'est formidable. À la fois, c'est ce que j'attendais, et en même temps, évidemment, repartir sur le terrain, faire le travail. Mais voilà, on retrouve sa radio, on retrouve son métier, on retrouve ses camarades, et on sait qu'ils l'ont fait. On sait que pendant les 10 mois où on n'était pas là, ils ont fait le travail. Vous y avez pensé vraiment ? Vous saviez que tout le monde était derrière ? Bien sûr. Vous le saviez déjà ou pas ? Vous aviez l'information ou vous le supposiez ? Je suis désolé pour Pierre Torres et pour Nicolas Hénin, mais le fait qu'ils se soient fait attraper finalement après nous m'ont un petit peu servi dans la mesure où eux avaient des nouvelles. Voilà, ils avaient été contactés entre autres par la radio puisqu'ils étaient déjà dans la zone. Donc j'ai su que Sophie Larmoyer, que Isabelle Poiraudot les avait appelés pour essayer d'avoir des informations sur nous. J'ai su que Xavier Yvon avait été envoyé par la direction de la rédaction sur la frontière pour avoir des informations, pour rencontrer les chauffeurs, les fixeurs. Je savais que tout était fait, que voilà, que tout le monde était mobilisé, que ça avait déjà commencé, que ça n'avait pas attendu une seconde. Et en même temps, vous étiez prisonnier, cette liberté que vous avez retrouvée depuis hier matin. Est-ce que vous avez eu peur de ne jamais la retrouver, Didier ? Alors, peur, oui, évidemment. D'abord parce que rien n'est garanti dans ce genre de choses. Bon, il n'y a jamais d'inéluctable dans l'histoire, mais là, dans le cas particulier, effectivement, non seulement d'avoir retrouvé la liberté, mais d'avoir gardé la tête sur les épaules, si je puis dire, est quand même quelque chose d'important. C'était pas joué au départ. Mais ce que je savais, alors donc évidemment, on n'a jamais la certitude absolue, ou alors c'est de la foi, de sortir. Néanmoins, il y a une chose dont j'étais là absolument certain, et sur laquelle je n'ai jamais douté, c'est que tout serait fait pour nous sortir. Et que si on ne sortait pas, c'était qu'on n'y était pas arrivé. Mais je n'ai jamais douté une seconde. Et en même temps, ça c'est, j'imagine, quand les jours où ça va bien, les jours où on y croit, il doit y avoir des coups de moins bien. Vous avez eu peur de mourir en Syrie ? Quand on est otage, on a peur de mourir ? Oui, des fois. Enfin, mais voilà, ça fait 30 ans que je fais ce métier et que je fais les zones de guerre, donc c'est quand même quelque chose qui est relativement intégré. C'est un risque qui est réel, qui est pris, mais honnêtement, je ne me suis pas focalisé là-dessus. On essaie parce que d'abord, si on se focalise dessus avant que ça arrive, on se met en vrac 2 fois pour rien. Il est toujours temps de s'inquiéter vraiment au moment où les choses vont se faire. Donc l'idée de base, c'est quand même pas de se dire oh là là, je vais mourir, oh là là, je vais mourir. Il y a des moments où vos geôliers vous ont dit attention, on va vous supprimer. Oui, j'ai eu des simulacres d'exécution, des pistolets posés sur la tempe ou sur le front. Voilà. Bien sûr, ça fait partie entre guillemets des exercices de base et des gammes. Mais grosso modo, tant qu'il y avait un espace pour de la discussion, de la négociation, j'ai jamais vraiment cru qu'on y était. Donc, par exemple, les simulacres d'exécution m'ont jamais particulièrement stressé dans la mesure où on voyait trop que c'était de la pression. Le jour où s'ils avaient décidé de me couper la tête ou de me flinguer, il y a un certain c'est ritualisé entre guillemets. Il se trouve que par ailleurs j'ai de la chance de connaître assez bien ce genre de choses puisque je les ai quand même les affaires d'otages, je les ai suivies très longtemps et de très près, donc je connais relativement les procédures. Donc c'est vrai que d'un certain point de vue je voyais qu'on n'avait pas atteint la limite, donc c'est assez rassurant et ça permet d'être plus serein et justement d'exploiter de manière un peu plus fine les espaces qu'on nous laisse. Il a été dit très pudiquement que vos conditions de détention avaient été très
très dur. Quelles étaient ces conditions de détention ? Alors, les conditions de détention étaient dures. D'abord, c'était des conditions de détention en zone de guerre, avec parfois des enfermements très proches des lignes, voilà, le combat autour, les privations qui touchent l'ensemble des Syriens, plus le fait que, voilà, on était quand même... ça a tout de suite été menotté, on était dans des sous-sols sur les 10 mois et demi. On a dû passer 15 jours, 3 semaines dans une maison où on avait vu sur l'extérieur le reste du temps, c'était du sous-sol. C'était des caves, c'était des sous-sols. Oui, voilà, on était dans des caves, des caves avec des portes en fer, des barreaux sur tous les interstices. Et attachés, entravés ? Alors, il y a un moment, 1 mois et demi, pendant lesquels nous étions entravés en permanence avec menottes et chaînes, mais pas tout le temps. Donc il y a des périodes, c'est variable. C'est pour ça que c'était pas non plus. C'est toujours pareil. On parle des moments les plus durs. Il y a des périodes longues, des périodes courtes, il y a des périodes d'intensité. Tout n'est pas au même rythme tout le temps. Mais la pression, elle est là tout le temps, et l'enfermement, lui, il est là tout le temps. Et vous étiez tous ensemble avec Édouard, avec Pierre, avec Nicolas ? On a été évidemment séparés avec Édouard, on a été pris ensemble. Les premiers jours sont les jours un peu difficiles au départ, parce que là, ils vous mettent tout de suite dans l'ambiance, la pression est très 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 forte. Ça veut dire quoi ? Vous êtes frappé, battu, il y a eu des tortures ? 4 jours sans manger, sans boire. Au 4e jour sans boire, on commence vraiment à être mal, menotté à un radiateur et oui, des coups. C'est un peu pour vous mettre tout de suite, casser les velléités de résistance ou de. Après, ça change un peu. On était séparés dans la phase dite interrogatoire, entre guillemets, évidemment. Et puis... C'était quoi la phase interrogatoire ? C'était régulier, la phase interrogatoire ? Voilà, on a été séparés pendant cette phase-là, et ensuite, on a été remis ensemble assez rapidement. Et là, de ce point de vue-là, j'ai eu beaucoup de chance, parce que Édouard est quelqu'un d'absolument formidable, et le fait d'avoir été ensemble nous a quand même beaucoup, beaucoup aidé. C'est un garçon jeune, mais alors... très mûr. Et il sera avec nous tout à l'heure pour nous raconter tout ça. Franchement, c'était un bonheur d'être, entre guillemets, mais c'était un bonheur d'être avec lui. Il n'y a que vous pour dire ça. C'était un bonheur d'être avec lui. Vous avez quand même passé presque 11 mois dans des caves. Oui, mais tout est relatif, c'est toujours pareil. Très franchement, j'aurais préféré ne pas être dans la cave. Mais une fois que j'y étais, tant qu'à faire, autant être avec lui. Voilà. Ouais. Ces interrogatoires que vous évoquiez, ça servait à quoi ? Qu'est-ce qu'il voulait savoir ? Écoutez, voilà, il y a eu des interrogatoires, c'était un peu compliqué, mais cette phase a été passée assez rapidement. Enfin, elle a duré moins d'1 mois, et ensuite on était dans une détention qui était plus régulière, dirons-nous. Et au même quotidien, s'il y a eu d'autres phases après il y a plusieurs phases, on ne va pas rentrer dans les détails. Au quotidien, est-ce que vous parliez avec vos ravisseurs ? On a dit que certains parlaient français, semble-t-il. Est-ce qu'il y a un lien qui se crée avec les ravisseurs ? Alors, c'est compliqué. Normalement, non. Oui, j'ai eu des liens avec mes ravisseurs. C'était un peu spécial. Ça a pris un peu de temps. Enfin, des liens, il y en a eu tout de suite. Entre autres, les claques peuvent être des liens. Mais ça a été très 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 étrange, le mode de relation que nous avions, avec y compris des phases, alors des phases un peu dures, mais aussi des phases de détente absolue. Je vais vous dire ça, vous allez dire il est fou, mais le premier jour de neige, par exemple, les gardes sont rentrés dans la cellule, nous ont fait mettre à genoux face au mur comme si il allait y avoir une fouille ou quelque chose d'un peu plus brutal. On dit Didier, tu ne te retournes pas, parce que d'habitude c'est moi qui me retournais pour discuter avec eux. Et puis ils ont commencé à faire comme s'ils allaient distribuer de la nourriture. Alors, ça aussi c'est une phase importante pour nous, parce que franchement des fois ça manquait beaucoup. Et donc ils ont fait alors à qui on va donner cette part ? J'ai dit qu'elle a donné, voilà. Et puis il dit, et toi, tu veux une grosse part ? J'ai dit, si tu me donnes une grosse part, je vais la prendre. Et à ce moment-là, il m'a balancé une boule de neige. Ils avaient amené de la neige et ils ont fait une bataille de boules de neige avec nous en disant, prenez la neige, relancez-nous sur nous. Donc il y a des phases dures, puis il y a des espèces de moments totalement surréalistes comme ça, où franchement, voilà. Donc il faut pas non plus imaginer qu'on était sans arrêt. On n'a pas passé 10 mois suspendus au plafond, et on n'a pas non plus. C'est pas pour autant que c'est parce qu'il y a eu cette phase boule de neige assez étonnante, et finalement où cette espèce de virgule de sourire au milieu de 10 mois, que pour autant j'étais libre et que les relations étaient super détendues. Donc, et il y avait certains de vos ravisseurs qui parlaient français. Alors, il y avait des Français selon vous ou pas ? Écoutez, j'imagine. Parce qu'ils parlaient bien français ?
Vous avez une déclaration de Laurent Fabius sur cette question-là. Je pense que le ministre s'est exprimé. Je vais pas, voilà. Je voudrais pas rentrer dans des détails sur les détentions et sur les gens. C'est pas à moi de le faire pour l'instant. Je viens de rentrer. J'aimerais savoir d'abord où ça va avant de faire des déclarations qui pourraient avoir des conséquences. Donc, si les autorités politiques pensent qu'elles peuvent le faire, c'est leur choix. Pour l'instant, je préfère m'abstenir sur ce genre de choses. Alors, pardon de cette question qui est peut-être hors sujet, mais je vois que vous avez un pansement à un doigt. C'est un rapport avec votre détention, ça, Didier ? Oui, ça a un rapport avec ma détention. Mais encore ? C'est de la maltraitance. Je vous réponds. S'il vous plaît, je préférerais que sur ces détails-là, qui concernent les gardes, qui concernent des détails précis de détention, on ne s'étale pas, parce que pour l'instant, je ne sais pas les conséquences que ça pourrait avoir, et j'ai toujours été dans mon métier relativement responsable. Je pense que ça ne nuit pas à l'information de nos auditeurs, dès lors qu'ils savent le cadre général. Rentrer dans certains détails ne leur apporterait rien, donc ce n'est pas pour le cacher à nos auditeurs qui ont été formidables, et que je respecte vraiment énormément, mais ce sont des détails qui ne leur apporteront rien, et qui pourraient en revanche poser quelques problèmes, donc je préfère ne pas m'étaler dessus. Didier, le 6 janvier, jour de vos 7 mois de détention, vos parents, Joël et Roger, étaient là dans ce studio, invités de l'interview Vérité. Voilà ce qu'ils disaient à l'époque. Est-ce que vous êtes fiers de votre fils ? Faut pas le lui dire parce qu'il se fâcherait, mais oui. Je crois que c'est au-delà de la fierté chez moi. Et c'est pour ça que moi je voudrais aussi bien résister, parce que bon, ça paraît un petit peu sot, mais enfin je voudrais qu'il soit fier de moi aussi quand il rentrera. Qu'on lui dise pas ta maman s'est effondrée, ta maman n'a pas tenu le coup, ça c'est pas possible pour moi. Didier, quand on est otage comme ça, c'est quand on pense à ses proches que c'est le plus difficile ? Le plus difficile, ce sont ses proches. Parce que honnêtement, c'est les parents, donc ils ont toujours tendance à nous voir bien plus qu'on ne l'est. C'est eux qui m'ont fait. C'est eux qui m'ont formé, c'est eux qui m'ont donné ce cadre, et je leur dois tout. C'est pareil pour ma compagne. Ce sont les gens qui font que vous êtes ce que vous êtes et qui vous donnent cette force et cette stabilité. La véritable difficulté, ce sont eux. Pourquoi ? Parce que nous, on a fait des choix. Moi, j'ai fait un choix, je suis journaliste, je suis reporter de guerre. Je fais mon métier, je sais les risques que je prends, je les assume. La rédaction les assume. Je suis dedans, je le vis. J'ai pas de problème. Eux, dehors, imaginent. Et eux sont pris en otage. Ils ne savent pas. Ils s'accrochent à tout. Et pour eux, c'est beaucoup plus dur. C'est des choix que moi, je leur ai imposés. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. Ma véritable inquiétude, elle était celle-là. Comment ils allaient réagir, comment ils allaient tenir, comment ils allaient vivre ça. Mais je savais qu'ils étaient formidables, j'avais aucun doute là-dessus. Et ils l'ont été, je vous assure.